History Secrets. Une question curieuse surgit lorsque nous observons l'histoire humaine. Comment naissent des groupes extrêmement unis? Des groupes capables d'agir avec une discipline absolue. Et qui semblent posséder une loyauté presque incassable entre leurs membres. Pour explorer cette question, imaginez une expérience mentale. Imaginez une île isolée. Personne ne sait où elle se trouve. Et personne ne peut s'en échapper. Au centre de cette île, il existe un endroit relativement sûr. Une colline protégée. Mais tout le reste de l'île est extrêmement dangereux. Des créatures agressives errent partout. Et toute personne qui quitte le centre doit les affronter pour obtenir des ressources. Imaginez maintenant que, pour une raison mystérieuse, 100 hommes apparaissent sur cette île. Ils viennent de pays différents, parlent des langues différentes, ont des cultures différentes, et ne partagent pratiquement rien en commun. La plupart d'entre eux sont pauvres. Peu ont reçu une éducation formelle. Aucun d'entre eux n'était préparé à survivre dans cet environnement hostile. Et au début, la situation semble totalement désespérée. Ils ne parviennent même pas à communiquer. Ils n'ont pas de leadership défini. Et ils savent que toute tentative d'explorer l'île implique des risques extrêmes. Il serait naturel d'imaginer que ce groupe s'effondrerait rapidement. Mais l'histoire humaine montre quelque chose de surprenant. Dans des situations de survie extrême, les communautés peuvent se transformer rapidement. Et ce qui se passe dans ce scénario hypothétique est exactement cela. La première chose qui apparaît est un langage commun. Même si chacun parle une langue différente, ils commencent à créer un système basique de communication. Des mots mélangés, des gestes, des expressions simples. En peu de temps, tout le monde parvient à se comprendre. Ensuite, quelque chose d'encore plus puissant apparaît. Un récit commun. Chaque personne commence à raconter sa propre histoire. D'où elle vient. Ce qu'elle a perdu. Ce qu'elle attend de l'avenir. Avec le temps, ces histoires individuelles commencent à se transformer en un mythe collectif. Un mythe fondateur. Un récit qui explique pourquoi ce groupe existe. Et pourquoi il doit survivre. Dans de nombreux cas historiques, ces mythes finissent par prendre une dimension spirituelle. Le groupe commence à croire qu'il possède une mission spéciale. Une mission choisie par des forces supérieures. Cette croyance renforce la détermination collective. À partir de là, des rituels apparaissent. Les rituels servent à renforcer l'identité et le sentiment d'appartenance. Ils créent des liens émotionnels entre les membres du groupe. Et ils aident à maintenir la cohésion dans les moments difficiles. Un autre élément inévitable apparaît rapidement. Le leadership. 100 personnes confrontées à un environnement hostile ont besoin de quelqu'un pour organiser les décisions. Quelqu'un qui inspire confiance. Quelqu'un qui représente le groupe. Imaginez maintenant le moment où ce groupe doit choisir un leader. Un homme plus âgé se lève. Il a de l'expérience. Il parle bien. Il explique des stratégies pour affronter les dangers de l'île. Son discours est intelligent et persuasif. Mais alors quelque chose d'inattendu se produit. Un jeune homme se lève. Il ne fait pas de discours. Il ne présente pas de plan complexe. À la place, il fait quelque chose de simple. Il montre sa propre main. Et avec un couteau, il coupe sa propre peau devant tous. Sans hésiter. Sans montrer de peur. Le geste est silencieux. Mais il transmet un message puissant. Sacrifice. Engagement. Volonté absolue de souffrir pour le groupe. À ce moment-là, le choix du leader devient évident. L'homme le plus éloquent peut devenir conseiller. Mais le leader sera celui qui a montré qu'il est prêt à mourir pour les autres. Ce type de leadership apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire humaine. Des leaders qui inspirent non seulement par leur intelligence, mais par leur volonté d'assumer des risques extrêmes pour le collectif. Avec le temps, ce groupe sur l'île commence à changer profondément. Même s'ils étaient faibles au départ, ils apprennent à devenir forts. Même s'ils étaient pauvres et désorganisés, ils apprennent la stratégie. Ils développent la discipline. La confiance mutuelle.
et une loyauté presque absolue. Progressivement, quelque chose d'encore plus intéressant apparaît. La cohésion. Une forme de lien psychologique si forte que le groupe commence à fonctionner presque comme un seul organisme. En psychologie sociale, cela est parfois décrit comme un esprit collectif. Lorsque des individus partagent des expériences intenses sur de longues périodes, leurs décisions et leurs réactions commencent à s'aligner. Ils en viennent à anticiper le comportement les uns des autres. Pensez à une équipe sportive hautement entraînée. Les joueurs semblent anticiper les mouvements de leurs coéquipiers. Les passes se font sans communication verbale. Tout le monde semble agir en parfaite synchronisation. Cette synchronisation n'apparaît pas par hasard. Elle naît d'une confiance profonde, d'un entraînement commun et d'expériences partagées au fil du temps. Dans des situations extrêmes, ce lien peut devenir encore plus fort. Les soldats en combat rapportent souvent ce type de connexion. Ils peuvent percevoir l'état émotionnel de leurs compagnons presque instantanément. Imaginez maintenant une situation de danger sur l'île. L'un des membres du groupe sort pour chercher du bois. Il s'éloigne assez du camp. Et alors il est attaqué. Peut-être est-il trop loin pour crier, mais ses compagnons peuvent sentir que quelque chose ne va pas. Une sensation. Un pressentiment. Cette expérience est souvent comparée au lien entre parents et enfants. De nombreuses mères disent sentir lorsque quelque chose ne va pas avec leurs enfants, même lorsqu'ils se trouvent dans un autre pays. Si cette communauté sur l'île reste unie pendant des années, sa cohésion peut devenir extraordinaire. Chaque membre apprend à faire totalement confiance aux autres. Et lorsque vient le moment de danger extrême, des décisions difficiles peuvent être prises instantanément. Imaginez qu'un groupe fuit des créatures dangereuses. Ils traversent un pont improvisé. 9 parviennent à traverser. Mais le 10e perçoit quelque chose de terrible. Si les créatures traversent le pont, tous mourront. Alors il prend une décision. Il coupe la corde du pont, sachant que cela signifie sa propre mort. Ce type de sacrifice apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire. Des soldats qui se jettent sur des grenades pour sauver leurs compagnons. Des personnes qui risquent leur propre vie pour protéger le groupe. Lorsqu'une communauté vit ce type d'expérience pendant des années, son identité collective devient extrêmement puissante. Et maintenant, imaginez la fin de cette expérience mentale. Après 20 ans à survivre ensemble sur l'île, tous sont mystérieusement transportés de nouveau dans le monde réel. Ils retournent à leurs anciennes vies. Mais ils portent quelque chose que personne d'autre ne possède. Une expérience partagée. Une identité profonde. Un réseau de loyauté absolue. Naturellement, ces personnes chercheraient à se retrouver à nouveau. Elles réuniraient leurs enfants, transmettraient leurs histoires, préserveraient leurs rituels. Avec le temps, ce réseau pourrait grandir. Leurs descendants hériteraient non seulement de richesses ou de positions sociales, mais aussi d'une culture secrète de cohésion et de loyauté. C'est ici que surge la question provocatrice. Et c'est ici qu'apparaît la question provocatrice. Et si de nombreux groupes puissants de l'histoire étaient nés d'expériences similaires? Des expériences extrêmes, qui ont créé des communautés extrêmement unies. Sociétés secrètes, ordres initiatiques, groupes d'élite, peut-être ont-ils tous commencé de la même manière? De petits groupes qui ont traversé des épreuves intenses, et qui ont développé une confiance absolue entre leurs membres. Si cette hypothèse est correcte, elle aide à expliquer pourquoi certains groupes semblent exercer une influence pendant des générations. Parce que leur force ne réside pas seulement dans la richesse ou le pouvoir, mais dans quelque chose de plus profond. Cohésion, loyauté et identité collective. La théorie de l'île ne prétend pas affirmer qu'une société secrète spécifique domine le monde. Elle propose quelque chose de plus simple. Une façon de comprendre comment des groupes humains extrêmement unis peuvent émerger. L'histoire montre que de petites communautés fortement cohésives peuvent exercer une influence disproportionnée, même lorsqu'elles sont numériquement petites, parce que leur force ne réside pas seulement dans les ressources matérielles, mais dans la confiance absolue entre leurs membres. Pensez à des ordres militaires d'élite.
Pensez à des fraternités académiques. Pensez à d'anciennes confréries religieuses. Tous ces groupes partagent quelque chose en commun. Des rituels, des récits fondateurs et des expériences transformatrices qui créent une loyauté profonde. Cette loyauté permet au groupe de fonctionner presque comme un organisme uni. Les décisions peuvent être prises rapidement. L'information circule avec confiance. Et les stratégies sont exécutées avec discipline. Cela ne signifie pas nécessairement que ces groupes conspirent pour dominer le monde. Mais cela signifie qu'ils peuvent posséder des avantages importants. Coordination, confiance et continuité à travers les générations. De nombreuses élites historiques sont apparues de cette manière. De petits cercles partageant une éducation similaire, des expériences similaires, des valeurs similaires. Avec le temps, ces réseaux sont devenus extrêmement influents. Universités prestigieuses, institutions militaires, ordres initiatiques. Tous fonctionnent, dans un certain sens, comme des communautés de confiance. La théorie de l'île suggère que ce type de réseau peut naître de situations extrêmes. Guerre, exil, crise profonde. Moments où de petits groupes doivent faire totalement confiance les uns aux autres pour survivre. Lorsque ces expériences se produisent, quelque chose de puissant émerge. Une identité collective, un récit commun, une culture partagée. Cette culture peut inclure des symboles, des histoires, des cérémonies, et même des langages propres que seuls les membres comprennent pleinement. Ces éléments créent un sentiment d'appartenance extrêmement fort, parfois plus fort que les liens familiaux ordinaires, plus fort que des alliances politiques temporaires. Et lorsque ce type de lien traverse les générations, il se transforme en tradition. Les enfants héritent non seulement de patrimoine, mais aussi d'une identité, d'une mission, d'une vision du monde. C'est pourquoi de nombreuses organisations anciennes possèdent des rituels d'initiation complexes. Ils ne servent pas seulement de cérémonies symboliques. Ils recréent, de manière contrôlée, des expériences de transformation. Des expériences qui rapprochent les nouveaux membres de la culture originelle du groupe. Ces rituels peuvent inclure des défis, des épreuves, des moments de vulnérabilité. Tout cela aide à renforcer la confiance mutuelle. Lorsqu'une personne traverse une expérience intense aux côtés d'autres membres, le lien psychologique se renforce. C'est une dynamique connue dans de nombreux domaines de la psychologie sociale. Mais la théorie de l'île soulève aussi une question plus profonde. Qu'est-ce qui définit réellement le leadership ? Dans l'expérience mentale de l'île, le leader n'a pas été choisi pour son intelligence, ni pour son éloquence. Il a été choisi pour avoir démontré du sacrifice, pour avoir montré qu'il était prêt à souffrir pour le groupe. Cette démonstration d'engagement a créé une confiance instantanée. Au cours de l'histoire, de nombreux leaders sont apparus de la même manière. Ils ont conquis des adeptes non seulement par leurs idées, mais par leur courage, par leur exemple personnel, par leur volonté d'assumer des risques. Ce type de leadership inspire quelque chose de puissant. La dévotion. Lorsque les suiveurs croient que leur leader partage leurs sacrifices, la loyauté se renforce. Et cette loyauté peut soutenir des communautés entières, des mouvements sociaux, des ordres religieux, des groupes révolutionnaires. La théorie de l'île, par conséquent, n'est pas seulement une réflexion sur les sociétés secrètes. C'est une réflexion sur la nature humaine, sur la manière dont les communautés se forment, et sur la façon dont la loyauté et l'identité peuvent façonner l'histoire. Au fond, elle suggère quelque chose de simple. Dans les moments de crise, de petits groupes peuvent se transformer de manière extraordinaire. Ils peuvent développer des liens si forts qu'ils survivent pendant des générations. Ces liens peuvent construire des institutions. Ils peuvent façonner des cultures. Et parfois, ils peuvent même influencer le destin de sociétés entières. C'est peut-être pour cela que les histoires de fraternité, d'ordre secret et d'élites invisibles continuent de fasciner autant de personnes. Elles reflètent une intuition profonde. L'intuition que derrière les structures visibles de la société
existent des réseaux humains invisibles. Des réseaux de confiance, de mémoire partagée, d'identité collective. Et si la théorie de l'île est au moins partiellement correcte, alors beaucoup de ces réseaux peuvent être nés de la même manière. De petits groupes, de grandes épreuves, et une promesse silencieuse de rester unis. Au final, peut-être que le véritable secret de ces communautés n'est pas le pouvoir, mais quelque chose de bien plus simple. La loyauté, la confiance, et la capacité humaine de construire du sens même dans les situations les plus difficiles. Parce que, lorsque des personnes affrontent l'impossible ensemble, elles ne redeviennent presque jamais les mêmes. Et parfois, ces transformations finissent par façonner le monde d'une manière que peu de gens parviennent à percevoir. Une des discussions les plus intenses de l'histoire moderne tourne autour de deux idéologies apparemment opposées. Le capitalisme et le communisme. Pendant une grande partie du XXe siècle, ces deux idées ont été présentées comme des ennemis absolus. Mais certains analystes suggèrent une hypothèse provocatrice. Et si cette opposition était, en partie, une fausse dialectique? Une fausse dialectique se produit lorsque deux positions semblent opposées. Mais, dans la pratique, elles finissent par servir les mêmes objectifs. Selon cette interprétation, le capitalisme et le communisme peuvent être plus similaires qu'on ne l'imagine généralement. L'idée centrale de cette hypothèse est simple. Le communisme ne serait pas apparu seulement comme un ennemi du capitalisme, mais possiblement aussi comme un instrument pour détruire d'autres systèmes considérés comme plus dangereux pour le capital. Quels seraient ces systèmes? Certains analystes pointent 4 grands rivaux historiques. La monarchie, la théocratie, le nationalisme, et même certains aspects de la démocratie populaire. Commençons par la monarchie. Dans de nombreux systèmes monarchiques traditionnels, le pouvoir politique était concentré entre les mains du roi. Et les rois prenaient souvent des décisions économiques contraires aux intérêts des grands détenteurs de capital. Par exemple, en accédant au pouvoir, certains monarques annulaient des dettes. D'autres redistribuaient des terres. Ces décisions pouvaient réduire drastiquement l'influence des élites économiques. Pour cette raison, la monarchie n'a pas toujours été un allié naturel du capital financier. À plusieurs moments de l'histoire, les rois ont limité la concentration extrême de richesses. Et cela représentait une menace pour des systèmes fondés exclusivement sur l'accumulation de capital. Un autre système souvent cité est la théocratie. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'accumulation excessive de richesses est vue avec méfiance. De nombreuses religions valorisent l'humilité, la charité et le détachement matériel. Lorsque les institutions religieuses possèdent une forte influence politique, elles peuvent limiter des pratiques économiques jugées injustes ou moralement problématiques. Dans certaines sociétés européennes anciennes, les valeurs spirituelles avaient plus de poids que la recherche de richesse. Le troisième élément de cette analyse est le nationalisme. Le nationalisme met l'accent sur la loyauté envers la nation, le peuple et le territoire. Mais le capital, par nature, recherche la mobilité. Il traverse les frontières à la recherche d'opportunités d'investissement. Pour les investisseurs globaux, les barrières nationales peuvent représenter des limitations, parce que les intérêts économiques opèrent souvent à l'échelle internationale. Dans ce contexte, des idéologies qui encouragent une identité globale peuvent faciliter la circulation du capital. Le quatrième élément est plus surprenant. La démocratie. Surtout la démocratie fondée sur une large participation populaire. Lorsque de grandes populations possèdent un pouvoir politique direct, elles peuvent exiger une redistribution des richesses, une fiscalité progressive, des programmes sociaux et régulations économiques. En d'autres termes, des démocraties fortes peuvent pousser les élites économiques à partager les ressources. C'est pourquoi certaines analyses suggèrent que des systèmes purement capitalistes ne sont pas toujours à l'aise avec des démocraties extrêmement participatives. Dans cette interprétation controversée, le communisme aurait joué un rôle inattendu. Au lieu de détruire le capitalisme, il aurait contribué à éliminer certaines de ses structures rivales. Par exemple, les régimes communistes ont aboli les monarchies.
Ils les ont remplacés par des partis uniques, des structures centralisées qui concentraient le pouvoir politique. Ils ont également combattu fortement les institutions religieuses. Karl Marx a décrit la religion comme Yog et l'opium du peuple Yo, une idée qui a influencé de nombreux régimes communistes à restreindre les pratiques religieuses. De plus, le communisme international défendait l'Union mondiale des travailleurs. La célèbre phrase « Egei Agar », travailleurs du monde, unissez-vous, Yo reflétait une vision internationaliste. Cela réduisait l'importance des identités nationales traditionnelles. Un autre point controversé concerne la démocratie elle-même. Certains modèles communistes soutenaient que le peuple ne possédait pas une conscience politique suffisante. Par conséquent, une avant-garde révolutionnaire devait guider la société. En pratique, cela a conduit à la création de partis dominants concentrant le pouvoir politique. Si l'on observe ces 4 éléments ensemble, une hypothèse provocatrice apparaît. Le capitalisme et le communisme peuvent avoir partagé certains ennemis structurels. Et à certains moments de l'histoire, tous deux ont contribué à les affaiblir. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu une conspiration consciente. Mais cela suggère que différentes idéologies peuvent produire des effets similaires dans certaines circonstances. Un exemple souvent cité dans ce débat est le parcours de Karl Marx. Le principal théoricien du communisme est né en Allemagne, mais il a passé une grande partie de sa vie en Angleterre. Fait intéressant, l'Angleterre était l'une des sociétés les plus capitalistes du XIXe siècle. Malgré cela, Marx a pu y vivre pendant des décennies. Et il a écrit une grande partie de ses œuvres dans la bibliothèque du British Museum. Ce fait soulève des questions intéressantes. Pourquoi les autorités britanniques ont-elles permis à un révolutionnaire d'écrire librement sur leur territoire? Pourquoi n'a-t-il pas subi une répression plus sévère? Un autre aspect intrigant concerne ses finances. Marx n'a pas eu une carrière professionnelle stable. Ses œuvres se sont peu vendues de son vivant. Pourtant, il a réussi à maintenir un niveau de vie relativement confortable. Une grande partie de ce soutien financier provenait de Friedrich Engels. Engels était le fils d'un industriel prospère. Son père possédait des usines capitalistes. Cela soulève une question curieuse. Pourquoi un industriel financerait-il un penseur qui défendait la révolution contre le capitalisme? Cette question reste débattue parmi les historiens. Pour mieux comprendre cette discussion, il est également important de distinguer 2 concepts souvent confondus. Le socialisme et le communisme. Le socialisme classique propose une redistribution des richesses. Son objectif est de réduire les inégalités entre les classes sociales, mais sans nécessairement abolir toute propriété privée. Dans de nombreux pays européens après la Seconde Guerre mondiale, des systèmes socialistes démocratiques ont émergé. Les États-providence, des programmes publics de santé, une éducation gratuite. Le communisme, quant à lui, dans sa forme la plus radicale, propose quelque chose de différent. L'abolition complète de la propriété privée des moyens de production. L'objectif final serait une société sans classe, sans riches, sans pauvres. Cette différence entraîne des conséquences profondes. Dans le socialisme, la richesse est redistribuée. Dans le communisme, la propriété est éliminée. Cela modifie complètement l'équilibre entre les classes sociales. La classe moyenne, les riches et les travailleurs. Cette distinction aide à comprendre pourquoi le socialisme et le communisme, bien qu'ils semblent similaires, peuvent produire des résultats très différents. Et pourquoi les débats autour de ces idéologies restent si intenses aujourd'hui. Au final, l'hypothèse de la fausse dialectique soulève une réflexion importante. Peut-être que l'histoire des idéologies est plus complexe que de simples batailles entre ennemis clairement définis. Parfois des systèmes apparemment opposés peuvent coexister, s'influencer mutuellement, et même produire des résultats étonnamment similaires. Si cette interprétation est correcte, elle nous invite à observer l'histoire avec plus d'attention, non seulement en regardant les conflits visibles, mais aussi en analysant les structures profondes qui façonnent le pouvoir dans le monde moderne. Pour mieux comprendre cette discussion,
il est important d'observer comment chacune de ces idéologies interprète l'évolution de la société. La théorie socialiste classique part d'une idée relativement simple. La société évolue progressivement à mesure que ses structures économiques se transforment. Pendant des siècles, de nombreuses régions ont vécu sous des systèmes féodaux. Dans ces systèmes, la terre était la principale source de richesse. L'aristocratie contrôlait le territoire, et la majorité de la population travaillait comme paysanne. Avec l'avancée de la révolution industrielle, cette structure a commencé à changer. La terre a cessé d'être le principal moyen de production. Les usines, les machines et les industries sont devenues centrales dans l'économie. Ce nouveau système a créé deux grandes classes sociales. D'un côté, les capitalistes, propriétaires des usines, des équipements et du capital financier. De l'autre, les travailleurs, les personnes dépendantes de la vente de leur force de travail pour survivre. Selon de nombreux penseurs socialistes, ce système produirait inévitablement des tensions. Parce que le capital tend à se concentrer au fil du temps. Les grandes entreprises absorbent les plus petites. Les marchés se consolident. Au début, il peut y avoir des milliers de capitalistes en concurrence. Mais avec le temps, seuls quelques-uns restent dominants. Ce processus crée des inégalités de plus en plus importantes. Pendant ce temps, la classe ouvrière grandit. Et avec la croissance urbaine et industrielle, les travailleurs commencent à s'organiser. Des syndicats apparaissent. Des mouvements politiques gagnent en force. Dans des systèmes démocratiques, ces travailleurs peuvent utiliser le vote pour promouvoir des changements. Ils peuvent exiger des droits du travail. Ils peuvent exiger de meilleurs salaires. Ils peuvent exiger une redistribution des richesses. C'est à ce moment qu'émerge le concept de socialisme démocratique. Un système dans lequel les politiques publiques cherchent à réduire les inégalités sociales. Les programmes de bien-être. Une éducation publique. Une santé universelle. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays européens ont adopté des modèles proches de cette idée. Ils n'ont pas abandonné le capitalisme, mais ils ont créé des systèmes solides de protection sociale. Ce modèle a produit des décennies de stabilité et de croissance économique. Beaucoup ont commencé à croire que ce chemin représentait une évolution naturelle de la société industrielle. Cependant, Karl Marx avait une vision différente. Pour Marx, ce processus graduel ne serait pas suffisant. Il pensait que le système capitaliste possédait des mécanismes puissants d'auto-préservation. Selon Marx, les élites économiques contrôlent des institutions fondamentales. Les écoles, les médias, la culture. Ces institutions façonnent la manière dont les individus comprennent le monde. Il a appelé ce phénomène la fausse conscience. Une situation dans laquelle les travailleurs ne perçoivent pas pleinement leurs propres intérêts, parce que leurs idées sont façonnées par les structures de pouvoir existantes. Dans cette logique, une transformation progressive serait presque impossible, parce que les élites trouveraient toujours des moyens de préserver leurs privilèges. C'est pourquoi Marx défendait quelque chose de plus radical. Une révolution. Une rupture brutale avec le système existant. Cette révolution détruirait les structures qui soutiennent le capitalisme. La propriété privée des moyens de production. Les hiérarchies de classe. Et les institutions qui renforcent les inégalités. Mais pour que cette révolution se produise, Marx pensait qu'un processus de prise de conscience serait nécessaire. Les travailleurs devraient comprendre qu'ils font partie d'une même classe. Une classe mondiale. Cette idée a conduit au concept d'internationalisme prolétarien. La notion selon laquelle les travailleurs de différents pays partagent les mêmes intérêts et devraient s'unir au-delà des frontières nationales. Cette vision contrastait fortement avec le nationalisme traditionnel, qui met l'accent sur la loyauté envers la nation, la culture et l'identité historique. Pour Marx, ces identités pouvaient détourner les travailleurs de la véritable lutte, la lutte entre classes sociales. À ce point, apparaît la différence fondamentale entre le socialisme et le communisme. Le socialisme cherche à redistribuer les richesses. Il accepte certaines formes de propriété privée,
continue d'exister. Le communisme, en revanche, cherche à éliminer complètement la propriété privée des moyens de production. Toute l'économie serait organisée collectivement. En théorie, cela conduirait à une société sans classe. Mais cette transformation entraînerait des conséquences profondes. Sans propriété privée, les riches comme la classe moyenne perdraient leur statut économique. Cela créerait de nouvelles tensions. Parce que les classes qui possédaient auparavant des privilèges pourraient résister à ce nouveau système. Dans la pratique, de nombreux régimes communistes ont affronté exactement ce type de conflit. Cette différence explique pourquoi le socialisme et le communisme, bien qu'ils partagent certaines idées, produisent des structures politiques très différentes. L'un cherche à réformer le système. L'autre cherche à le remplacer complètement. En revenant à l'hypothèse de la fausse dialectique, certains analystes observent quelque chose de curieux. Lorsque des révolutions communistes se produisent, elles détruisent souvent des institutions traditionnelles. La religion, l'aristocratie, les anciennes identités nationales. Mais après des décennies de transformation, beaucoup de ces sociétés réintroduisent des éléments capitalistes. La Chine est souvent citée comme exemple. Après des périodes intenses de révolution idéologique, le pays a adopté des réformes économiques ouvrant la voie au marché et à l'investissement privé. Aujourd'hui, l'économie chinoise est l'une des plus dynamiques de la planète, combinant des structures politiques centralisées avec des pratiques économiques hautement compétitives. Ce type d'évolution soulève à nouveau la question initiale. Le communisme et le capitalisme sont-ils réellement des opposés absolus? Ou, dans certains contextes historiques, finissent-ils par interagir de manière inattendue? Peut-être que la réponse est plus complexe que ce qu'une seule théorie peut expliquer. Les idéologies restent rarement pures au fil du temps. Elles se transforment, s'adaptent, se mélangent à d'autres idées. Et ainsi, l'histoire politique du monde moderne continue d'évoluer. Entre systèmes économiques, entre structures de pouvoir, et entre différentes visions de l'avenir de la société humaine. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu, et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes, d'autres attendent encore d'être révélées. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Pour comprendre ce qui peut se produire dans les prochaines années, certains analystes commencent par observer un schéma récurrent dans l'histoire. Le cycle d'ascension, de déclin et d'effondrement des sociétés. Ces trois étapes apparaissent à plusieurs reprises dans l'histoire humaine. Des empires émergent, grandissent rapidement, se stabilisent pendant un certain temps, et finissent par entrer en déclin. Mais il est important de comprendre que le déclin ne signifie pas nécessairement que tout se détériore immédiatement. Le déclin signifie souvent simplement que le progrès ralentit. Les choses cessent de s'améliorer et commencent à stagner. L'effondrement, en revanche, est différent. Il survient lorsqu'une société perd rapidement sa stabilité. Les institutions cessent de fonctionner. Les conflits s'intensifient. Et l'ordre social commence à se désintégrer. Chacune de ces phases possède des caractéristiques spécifiques. Pendant la phase d'ascension, les sociétés ont tendance à être ouvertes. L'ouverture signifie quelque chose de sain. L'opportunité. Les personnes pauvres peuvent s'enrichir. Le talent est valorisé. L'innovation est encouragée. Les critiques sont vues comme utiles. Dans les sociétés en ascension, le débat public est encouragé. Les nouvelles idées sont discutées. Les erreurs sont corrigées rapidement. Cette énergie collective stimule la croissance économique et culturelle.
Curieusement, ce phénomène ne dépend pas nécessairement du système politique. Différents régimes peuvent traverser des phases d'ouverture lorsqu'ils sont en ascension. Au milieu du XXe siècle, par exemple, les États-Unis comme la Chine ont connu des périodes de grande mobilisation sociale. Tous deux cherchaient à construire des sociétés fortes et innovantes. Mais avec le temps, les changements commencent à apparaître. Lorsque les sociétés entrent dans la phase de déclin, les structures bureaucratiques ont tendance à se développer. La bureaucratie apparaît lorsque les institutions tentent de préserver la stabilité. Les fonctionnaires commencent à créer des règles de plus en plus détaillées. Les processus administratifs deviennent plus complexes. Les organisations commencent à se préoccuper davantage de maintenir le système existant que d'innover. À ce stade, la priorité cesse d'être le progrès. La priorité devient la stabilité. Maintenir tout exactement tel quel. Mais lorsque le déclin s'approfondit, autre chose se produit. La société peut entrer dans une phase autoritaire. À ce stade, le pouvoir ne dépend plus du consentement, mais de la force. Pour illustrer cette différence, imaginez 3 façons de prendre une décision simple. Choisir ou déjeuner. Dans la phase d'ascension, tout le monde discute, débat des options, et décide ensemble par consensus ou par vote. Dans la phase de déclin, le processus change. La décision semble encore volontaire. Mais quelqu'un manipule l'information pour influencer le résultat. Peut-être en promettant des avantages inexistants. Dans la phase d'effondrement, il n'y a plus de négociation. Quelqu'un impose simplement la décision. Et ceux qui désobéissent sont punis. Ce modèle peut être résumé en 3 mots. Consentement, tromperie, coercition. Un autre aspect important concerne les relations sociales. Pendant l'ascension, les gens ont le sentiment de faire partie d'un projet collectif. Il y a de l'empathie, de la coopération, de la confiance. Dans la phase de déclin, l'objectif change. La priorité devient le maintien du statu quo. Éviter les changements susceptibles de menacer le système. Dans l'effondrement, l'instinct dominant devient la survie. Les individus et les groupes agissent pour se protéger, même si cela implique un conflit direct avec les autres. Un autre détail intéressant concerne le rythme de ces transformations. L'ascension est généralement rapide, le déclin est généralement lent. Mais l'effondrement peut survenir de manière soudaine. Beaucoup de personnes pensent qu'une société en déclin continuera d'exister indéfiniment. Mais l'histoire montre autre chose. Les effondrements se produisent souvent lorsque plusieurs crises surviennent en même temps. Guerre, crise économique, catastrophe environnementale, pandémie. Individuellement, ces crises peuvent être gérées. Mais lorsqu'elles se produisent simultanément, le système peut être submergé. Ce phénomène est souvent appelé tempête parfaite. Les sociétés se préparent généralement à des problèmes spécifiques. Un plan pour la guerre, un autre pour les épidémies, un autre pour les crises économiques. Mais elles sont rarement préparées à affronter tous ces problèmes en même temps. Lorsque cela se produit, les institutions peuvent échouer rapidement. Il existe encore un autre facteur important. La capacité de critique interne. Pendant la phase d'ascension, les personnes qui critiquent le système sont valorisées. Elles aident à corriger les erreurs. Mais dans les phases plus avancées de déclin, les critiques peuvent être perçues comme des menaces. Ceux qui signalent les problèmes sont traités comme des ennemis. Cela crée un paradoxe. Plus un système a besoin de critiques pour s'adapter, moins il les tolère. En conséquence, les sociétés peuvent perdre la capacité de se préparer aux menaces futures. Les problèmes s'accumulent. Et lorsque les crises apparaissent, il est déjà trop tard pour réagir. Sur la base de ce modèle historique, certains analystes tentent de faire des prévisions sur l'avenir, en particulier pour le monde occidental. L'une des prévisions les plus discutées
concerne l'affaiblissement des libertés démocratiques. À mesure que les systèmes entrent dans des phases de déclin, les gouvernements peuvent adopter des mesures plus autoritaires. Une autre prévision concerne les difficultés économiques. Lorsque les citoyens perdent confiance dans le système, la motivation à travailler et à investir peut diminuer. Cela réduit la croissance économique. Un autre phénomène possible est l'augmentation des flux migratoires. Les gouvernements peuvent recourir à l'immigration pour compenser le manque de main-d'œuvre. Mais des changements démographiques rapides peuvent également générer des tensions sociales. Surtout lorsque les populations locales ont le sentiment que leur identité culturelle est menacée. Ces tensions peuvent évoluer vers des conflits internes, protestations, violences politiques, divisions idéologiques profondes. Enfin, certains analystes pensent que les gouvernements peuvent recourir à des conflits externes pour gérer des crises internes. Les guerres peuvent servir à mobiliser la population ou à rediriger les tensions sociales. Cela ne signifie pas nécessairement que ces prévisions se réaliseront. Elles représentent seulement des hypothèses basées sur des schémas historiques. Les modèles analytiques sont des outils. Ils aident à interpréter les tendances. Mais l'avenir n'est jamais totalement prévisible. Si ces prévisions se confirment dans les 5 ou 10 prochaines années, le modèle gagnera en crédibilité. Sinon, il devra être révisé. C'est le véritable objectif de toute théorie historique. Ne pas imposer des certitudes, mais offrir des structures qui nous aident à comprendre comment le pouvoir et les sociétés évoluent dans le temps. Si nous acceptons ce modèle d'ascension, de déclin et d'effondrement, alors une question centrale apparaît. Que signifie-t-il pour le monde actuel? Et surtout pour les 5 à 10 prochaines années? Selon cette interprétation, de nombreuses sociétés occidentales pourraient entrer dans une phase avancée de déclin. Cela ne signifie pas nécessairement que tout s'effondre immédiatement, mais indique que certains signaux structurels commencent à apparaître. Le premier signal concerne la liberté politique. Dans les sociétés jeunes et en ascension, la liberté d'expression est généralement large. Le débat public est encouragé. Les critiques aident à améliorer le système. Mais à mesure que les institutions vieillissent et deviennent plus rigides, l'espace pour la critique peut se réduire. Les gouvernements commencent à voir les opposants comme des menaces. Des mesures de contrôle politique commencent à s'étendre. Cela peut conduire à un affaiblissement progressif de la démocratie. Loi d'urgence. Utilisation accrue des forces de sécurité. Restriction de certains types de discours. Selon cette analyse, ce phénomène peut déjà être observé dans plusieurs parties du monde. Pas seulement dans des régimes autoritaires traditionnels, mais aussi dans des démocraties établies. La deuxième prévision concerne l'économie. Lorsque la confiance sociale diminue, la motivation collective diminue également. Les individus commencent à sentir que le système ne fonctionne plus pour eux. Si les citoyens pensent que leurs efforts ne seront pas récompensés équitablement, la productivité peut chuter. Les investissements diminuent. L'innovation ralentit. Cela peut générer des périodes de stagnation économique, ou même des crises plus profondes. La troisième conséquence possible concerne l'immigration. Les gouvernements peuvent tenter de compenser le déclin démographique ou le manque de main-d'œuvre en attirant des travailleurs étrangers. Du point de vue économique, cela peut sembler être une solution pratique. Mais des changements démographiques rapides peuvent aussi générer des tensions culturelles et politiques. Les populations locales peuvent avoir le sentiment que leur identité est remplacée. Et des conflits sociaux peuvent émerger de cette perception. Cela nous mène à la quatrième prévision. Les conflits internes. Lorsque les inégalités, les tensions culturelles et la polarisation politique se combinent, les sociétés peuvent faire face à des épisodes de violence civile. Ces conflits ne prennent pas toujours la forme de guerre ouverte. Ils peuvent apparaître sous forme de manifestations violentes, de conflits entre groupes idéologiques, ou d'épisodes isolés de violences politiques. Mais même des conflits fragmentés peuvent éroder la stabilité sociale,
surtout lorsque les institutions perdent leur légitimité. La cinquième prévision concerne les conflits externes. Historiquement, des gouvernements en crise interne recourent parfois à des guerres extérieures. Les guerres peuvent mobiliser le patriotisme, rediriger les frustrations internes et renforcer temporairement les gouvernements. Pendant les guerres, les populations acceptent souvent des restrictions qu'elles rejetteraient en temps normal. Contrôle économique, loi d'urgence, extension du pouvoir exécutif. Pour cette raison, certains analystes pensent que les conflits internationaux pourraient devenir plus fréquents en période d'instabilité interne. Il est important de rappeler que ces prévisions ne décrivent pas une séquence fixe. Ces phénomènes peuvent se produire simultanément, ou dans un ordre différent. La liberté politique peut diminuer en même temps que des crises économiques apparaissent. L'immigration peut augmenter tandis que les tensions sociales s'intensifient. Des conflits externes peuvent émerger au milieu de crises internes. Ce type de combinaison crée des environnements hautement instables. Des environnements dans lesquels les décisions politiques deviennent de plus en plus difficiles. Cependant, ce modèle ne prétend pas être une prophétie inévitable. Il s'agit simplement d'un outil analytique, une manière d'interpréter des schémas historiques. Si les prochaines décennies suivent ce schéma, le modèle aura démontré une certaine utilité. Si les événements prennent une autre direction, il devra être révisé. C'est la nature de toute théorie sur l'histoire. Elle tente d'identifier des modèles, mais elle doit toujours rester ouverte à la révision. Parce que l'avenir suit rarement exactement le scénario que nous imaginons. Des changements technologiques inattendus peuvent modifier les trajectoires historiques. De nouveaux leaders peuvent transformer les systèmes politiques. Les crises peuvent générer des réformes profondes. L'histoire humaine est pleine de surprises. Des empires considérés comme invincibles ont disparu. Des sociétés jugées fragiles sont devenues des puissances. C'est pourquoi comprendre les mécanismes d'ascension et de déclin ne signifie pas accepter le fatalisme. Cela signifie simplement essayer de mieux comprendre les forces qui façonnent le monde. Si nous parvenons à comprendre ces forces, peut-être pourrons-nous agir de manière plus consciente. Peut-être pourrons-nous éviter certaines erreurs du passé, et peut-être pourrons-nous construire des systèmes plus équilibrés à l'avenir. Car au final, les théories sur le pouvoir et l'histoire ne sont pas seulement des exercices intellectuels. Elles sont des tentatives de répondre à une question essentielle. Comment les sociétés humaines peuvent-elles survivre et prospérer au fil du temps? Et cela reste l'une des questions les plus importantes de notre époque. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. L'histoire moderne de la puissance militaire américaine porte une cicatrice profonde. Une cicatrice qui a façonné la manière dont les États-Unis ont commencé à faire la guerre. Cette cicatrice s'appelle le Vietnam. Pendant des années, la guerre du Vietnam a été présentée comme une bataille nécessaire contre l'avancée du communisme. Une guerre menée pour protéger la liberté en Asie du Sud-Est. Mais la réalité a révélé quelque chose de bien plus complexe. Entre 1965 et 1973, les États-Unis ont envoyé des millions de soldats au Vietnam. Au plus fort de la guerre, environ 500 000 militaires américains étaient présents dans le pays. Le coût humain a été dévastateur. 58 000 soldats américains sont morts. Plus de 300 000 sont revenus blessés ou durablement traumatisés. De l'autre côté, la destruction a été encore plus grande.
Au moins 3 millions de Vietnamiens sont morts durant le conflit. 2 millions étaient des civils. Des hommes, des femmes et des enfants. Mais le problème central de la guerre n'était pas seulement le nombre de morts. C'était la nature même du conflit. Les États-Unis sont entrés au Vietnam avec une doctrine militaire traditionnelle. Force massive, technologie supérieure et mobilisation à grande échelle. Cette stratégie fonctionnait bien contre des armées conventionnelles. Mais au Vietnam, l'ennemi était différent. Les combattants vietnamiens ne combattaient pas sur des lignes de front clairement définies. Ils disparaissaient dans la jungle et réapparaissaient de manière imprévisible. Souvent, ils surgissaient simplement du sous-sol. Un vaste réseau de tunnels souterrains traversait le territoire vietnamien. Ces tunnels permettaient des attaques rapides et des disparitions immédiates. Pour les soldats américains, il semblait que l'ennemi surgissait de nulle part et disparaissait ensuite à nouveau. Cette guerre a également introduit un autre élément explosif. Pour la première fois, des journalistes étaient présents sur le champ de bataille presque en permanence. Ils photographiaient, ils filmaient, ils rapportaient tout. Et ce que le public américain a commencé à voir n'était pas de l'héroïsme militaire. C'était le chaos. Un épisode est devenu le symbole de cette crise morale. Le massacre de Ma Lai. Des soldats américains sont entrés dans un village vietnamien et ont exécuté des centaines de civils. Des hommes, des femmes et des enfants ont été tués. Environ 300 à 400 personnes sont mortes ce jour-là. Mais, ce qui a encore plus choqué, c'est la révélation que des épisodes similaires se produisaient fréquemment. Lorsque ces histoires sont parvenues au public américain, la réaction a été immédiate. Des protestations ont éclaté dans les universités. Des millions de personnes ont manifesté contre la guerre. Pour de nombreux jeunes Américains, cette guerre n'avait tout simplement aucun sens. Ils étaient enrôlés pour combattre dans un pays lointain et loin, sans comprendre exactement pourquoi, et avec de fortes chances de mourir. Au sein des forces armées, cependant, la perception était différente. De nombreux généraux pensaient que les militaires combattaient correctement. Selon eux, le véritable problème ne se trouvait pas sur le champ de bataille. Il se trouvait chez eux, dans la politique, dans la presse, et dans la démocratie américaine elle-même. Cette tension a explosé en 1971. Cette année-là, un document secret a été divulgué à la presse. Il est devenu connu sous le nom de Pentagon Papers. Le rapport avait été élaboré par des analystes militaires américains. Son objectif était d'étudier toute l'histoire de la guerre du Vietnam. Ce que le document a révélé a été dévastateur. D'abord, il a montré que plusieurs présidents américains successifs avaient étendu la guerre en secret. Eisenhower, Kennedy, Johnson. Tous avaient accru l'implication militaire sans informer pleinement le public. Mais la deuxième révélation a été encore plus choquante. Les dirigeants américains eux-mêmes savaient que la guerre était probablement impossible à gagner. La raison était simple. L'ennemi possédait des avantages que la technologie ne pouvait pas neutraliser. Les combattants vietnamiens maîtrisaient le terrain, contrôlaient des réseaux souterrains complexes, et opéraient avec une extrême mobilité. De plus, ils se réarmaient constamment, parfois avec des armes capturées directement aux Américains eux-mêmes. Lorsque des soldats américains abandonnaient des munitions lors de retraits ou de combats chaotiques, ces armes revenaient contre eux. Mais il y avait quelque chose d'encore plus ironique. Pendant la guerre, les États-Unis ont largué plus de bombes au Vietnam que durant toute la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, environ 20% de ces bombes n'explosaient pas. Et ces bombes non explosées finissaient par être réutilisées. Elles se transformaient en mines terrestres improvisées. Beaucoup des mines qui tuaient des soldats américains étaient fabriquées à partir de ces mêmes bombes. Une autre difficulté provenait de l'allié américain, le gouvernement du Vietnam du Sud. Ce gouvernement était souvent décrit comme profondément corrompu. Les armes envoyées par les États-Unis disparaissaient mystérieusement. Beaucoup finissaient vendues sur le marché noir. Et certaines de ces armes retournaient entre les mains des insurgés. Autrement dit, l'effort militaire américain finissait par alimenter l'ennemi lui-même. À mesure que la guerre se prolongeait, la situation devenait de plus en plus insoutenable. Les villages détruits suscitaient une colère croissante parmi la population locale. Les familles entières perdaient des proches. Des communautés étaient dévastées. Chaque bombe larguée créait de nouveaux ennemis. Chaque offensive amplifiait le ressentiment. Mais peut-être que la révélation la plus troublante des Pentagon Papers était une autre. Même en sachant que la guerre était pratiquement impossible à gagner, les dirigeants américains ont continué à combattre. La raison ? La crédibilité. Se retirer du Vietnam pouvait signifier quelque chose d'inacceptable pour une superpuissance. Perdre du prestige. Admettre une défaite face à une armée composée en grande partie de paysans.
Dans la logique de la guerre froide, cela aurait eu des conséquences géopolitiques gigantesques. L'Union soviétique aurait pu interpréter cela comme un signe de faiblesse. La Chine aurait pu gagner en influence. Et le monde entier aurait pu commencer à douter de la puissance américaine. Alors la guerre a continué, même lorsqu'il n'y avait plus de stratégie claire de victoire. Lorsque les Pentagon Papers ont été publiés, la réaction a été explosive. Pour des millions d'Américains, cela a confirmé leurs pires craintes. Le gouvernement avait menti. La guerre était impossible à gagner. Et des milliers de vies étaient sacrifiées pour une question de réputation. Peu après, les États-Unis ont commencé leur retrait. En 1973, l'implication militaire américaine au Vietnam a pris fin. Mais la guerre a laissé une question troublante au sein même des institutions militaires américaines. Une question qui allait façonner les guerres des décennies suivantes, et qui allait conduire à la naissance d'une nouvelle stratégie militaire. Une stratégie appelée choc et effroi. Pour comprendre cette stratégie, cependant, il faut d'abord comprendre le traumatisme que le Vietnam a laissé au cœur même de l'Empire américain. Un traumatisme qui a profondément changé la manière dont les États-Unis ont commencé à projeter leur puissance dans le monde. Et c'est précisément là que l'histoire devient encore plus intéressante. Le traumatisme du Vietnam n'a pas disparu lorsque les soldats américains sont rentrés chez eux. Au contraire, il a commencé à hanter profondément la pensée stratégique des militaires américains. Pour de nombreux généraux, la guerre avait été perdue non pas sur le champ de bataille, mais au sein même de la démocratie américaine. Selon eux, les protestations populaires, la pression politique et les critiques de la presse avaient affaibli l'effort de guerre. Si les militaires avaient reçu une liberté totale pour combattre, affirmaient certains officiers, le résultat aurait pu être différent. Cette interprétation a engendré une réflexion dangereuse. Peut-être que le plus grand obstacle pour un empire n'était pas l'ennemi extérieur. Peut-être était-ce sa propre démocratie. Cette idée a commencé à façonner une nouvelle logique militaire. Si les guerres longues provoquent des protestations, si les pertes militaires suscitent la révolte populaire, alors peut-être que la solution était simple. Éviter les guerres longues, éviter les pertes, et gagner les conflits avant même que la population n'ait le temps de réagir. C'est dans ce contexte qu'est née une nouvelle doctrine militaire. Une doctrine qui cherchait à éliminer le problème politique de la guerre. Elle est devenue connue sous le nom de choc et effroi. Le principe de cette stratégie était relativement simple. Si un ennemi était frappé par une force écrasante dès le début du conflit, sa capacité de résistance pourrait s'effondrer immédiatement. Infrastructures détruites, communications interrompues, centres de commandement neutralisés. L'idée était de provoquer une paralysie totale, une sorte d'effondrement psychologique, non seulement dans l'armée ennemie, mais dans tout le pays. L'objectif n'était pas seulement de vaincre militairement, c'était de provoquer un état de désorientation totale. D'où le nom. Choc et effroi. Mais il y avait aussi une logique politique derrière cette stratégie. Les guerres rapides produisent moins d'images, moins de reportages, moins de protestations. Si une campagne militaire dure quelques semaines, l'opinion publique a à peine le temps de réagir. C'était l'une des grandes leçons tirées du Vietnam. La guerre ne pouvait plus devenir un spectacle prolongé devant les caméras. Elle devait être rapide, violente et décisive. Au cours des décennies suivantes, cette doctrine a commencé à influencer profondément les opérations militaires américaines. L'un des exemples les plus connus a été l'invasion de l'Irak en 2003. Dans les premières heures de l'opération, Bagdad a été frappé par une vague massive de bombardements. Missiles de précision, frappes aériennes coordonnées, infrastructures militaires détruites en succession. Pour de nombreux observateurs, cette offensive semblait presque cinématographique. Des explosions simultanées illuminant le ciel de la capitale irakienne. Une démonstration brutale de puissance technologique. Du point de vue strictement militaire, la stratégie a fonctionné. Le régime de Saddam Hussein s'est effondré rapidement. Le gouvernement a été renversé en quelques semaines. Mais cela a soulevé une autre question. Une question que de nombreux analystes ont commencé à discuter. La stratégie de choc et effroi a été conçue pour renverser des gouvernements, mais pas nécessairement pour stabiliser des pays. Et ce détail allait devenir crucial. Après la chute de Saddam Hussein, l'Irak est entré dans une période de chaos. Des infrastructures essentielles avaient été détruites. Réseaux électriques, systèmes d'eau, installations administratives. De plus, des décisions politiques prises immédiatement après l'invasion ont aggravé encore davantage la situation. L'une des premières mesures adoptées
a été de dissoudre complètement l'armée irakienne. Des centaines de milliers de soldats se sont retrouvés soudainement sans emploi. Une autre décision a été d'écarter les fonctionnaires liés à l'ancien régime. Fonctionnaires publics, administrateurs, policiers. En quelques semaines, une grande partie de la structure administrative du pays avait disparu. Le résultat a été prévisible. L'État s'est effondré. Ce type de scénario a conduit certains analystes à formuler une hypothèse controversée. Peut-être que l'objectif réel de ces campagnes n'était pas de reconstruire des pays, mais d'empêcher l'émergence de nouvelles puissances régionales. Si un pays était politiquement détruit, fragmenté, incapable de se réorganiser, il cesserait de représenter une menace géopolitique. Cette interprétation reste fortement débattue, mais elle apparaît fréquemment dans les analyses critiques de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Alors que ces discussions se développaient, une autre réflexion a commencé à émerger. Elle concernait la nature même du pouvoir impérial. Au début des années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis étaient devenus la seule superpuissance mondiale. À ce moment-là, une vision relativement prudente guidait la politique étrangère américaine. Ce que l'on appelait l'ordre international fondé sur des règles. Cette approche reposait sur 3 principes principaux. Premièrement, des objectifs militaires limités. Les opérations militaires devaient avoir des buts clairs et restreints. Deuxièmement, la coopération internationale. Les guerres devaient se dérouler dans le cadre de larges coalitions. Troisièmement, la légitimité institutionnelle. L'usage de la force devait être autorisé par des organismes internationaux, comme les Nations Unies. Ce modèle avait été appliqué lors de la guerre du Golfe en 1991. Dans ce conflit, l'objectif était relativement simple. Expulser l'armée irakienne du Koweït. Rien de plus. Les États-Unis ont dirigé une large coalition internationale. Et l'opération militaire a été menée avec le soutien formel de l'ONU. Lorsque l'objectif a été atteint, la guerre s'est terminée. Sans tentative de renverser le régime de Saddam Hussein. Sans occupation prolongée. Pour de nombreux analystes, cette approche représentait une forme d'hégémonie disciplinée. Une superpuissance qui exerçait son pouvoir, mais dans certaines limites. Mais au cours des décennies suivantes, cette logique a commencé à changer. Progressivement, les États-Unis ont commencé à agir de manière plus unilatérale. Les opérations militaires sans grande coalition. Des interventions avec des objectifs élargis. Des changements de régime. Des campagnes prolongées. Cette transition a soulevé une question fondamentale. Pourquoi une puissance dominante abandonnerait-elle une stratégie qui semblait fonctionner relativement bien ? Une explication possible apparaît dans une analogie curieuse. Imaginez un homme extrêmement riche. Il a construit un empire financier tout au long de sa vie, géré par des spécialistes expérimentés, des conseillers disciplinés, et une structure soigneusement organisée. Maintenant, imaginez que cet homme est sur le point de mourir. Il laisse tout cet empire à son fils. Le fils hérite de la richesse, du pouvoir et de l'influence, mais aussi des règles, des conseillers, des limites, de la discipline. La question se pose alors. Combien de temps faudra-t-il avant que le nouvel héritier commence à ignorer ces règles ? Avant qu'il ne renvoie les conseillers ? Avant qu'il ne commence à prendre des décisions impulsives ? Cette analogie suggère quelque chose de provocateur. Peut-être que le comportement des grandes puissances n'est pas seulement stratégique. Peut-être est-il aussi psychologique. Lorsqu'un pays devient extraordinairement puissant, un sentiment d'invulnérabilité peut émerger. Une croyance que personne ne peut réellement le défier. Cette perception peut engendrer quelque chose de dangereux. Une arrogance stratégique. Selon certaines analyses critiques, 3 problèmes ont commencé à apparaître dans la politique militaire américaine. Le premier est l'excès d'engagement. Des bases militaires réparties dans le monde entier. Des guerres simultanées. Une présence militaire dans de multiples régions. Maintenir un empire mondial exige des ressources gigantesques. Et cela peut entraîner une surcharge. Le deuxième problème serait le manque de concentration stratégique. Si un pays intervient dans de nombreux conflits différents en même temps, il devient difficile de définir des priorités claires. Les guerres peuvent commencer sans objectif pleinement défini. Les campagnes peuvent se prolonger indéfiniment. Et les stratégies peuvent changer constamment. Le troisième problème serait justement l'arrogance. La croyance que les défaites sont impossibles. Qu'aucune autre puissance ne peut défier le système existant.
Ce type de confiance excessive peut conduire à des décisions risquées, surtout dans un monde en constante évolution. Il existe également un facteur structurel qui préoccupe certains analystes. La capacité industrielle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis disposaient d'une base industrielle gigantesque. Des usines capables de produire des navires, des avions et des chars à une échelle massive. Aujourd'hui, cette capacité a profondément changé. L'économie mondiale s'est réorganisée. Les chaînes de production sont devenues plus dispersées. Certains spécialistes affirment que, dans une guerre prolongée entre grandes puissances, la production industrielle redeviendrait décisive. Et dans ce scénario, de nouveaux concurrents pourraient disposer d'avantages inattendus. Tout cela soulève une question fondamentale. La puissance militaire absolue garantit-elle réellement la stabilité d'un empire? Ou peut-elle, paradoxalement, créer de nouveaux risques? L'histoire montre que les grandes puissances sont souvent confrontées à ce dilemme. Plus elles accumulent de puissance, plus il devient difficile de la gérer avec équilibre. La stratégie de choc et effroi est née en réponse au traumatisme du Vietnam. Une tentative d'éviter les guerres longues, d'éviter l'usure politique, et de préserver l'image d'invincibilité. Mais l'histoire elle-même suggère qu'aucune stratégie militaire ne résout entièrement les dilemmes du pouvoir. Parce que les empires ne sont pas seulement des machines militaires. Ce sont des systèmes politiques. Et les systèmes politiques portent toujours en eux des tensions internes. Peut-être est-ce la question la plus profonde que cette histoire soulève. Comment une superpuissance maintient-elle son pouvoir, sans être consumée par lui? Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que cette question a rarement des réponses simples. Si l'on observe l'histoire des grandes puissances, un schéma curieux commence à apparaître. Le pouvoir disparaît rarement de manière soudaine. Dans la plupart des cas, il se transforme lentement. Les empires ne s'effondrent pas uniquement à cause de défaites extérieures. Souvent, leur plus grande fragilité émerge au sein de leur propre structure. Dans le cas des États-Unis, le débat sur l'empire américain reste profondément divisé. Certains analystes estiment que le pays conserve une capacité militaire, technologique et économique sans précédent. D'autres soutiennent que certains signes d'usure commencent à apparaître. Surtout lorsque l'on observe 3 domaines fondamentaux. Les ressources militaires, la capacité industrielle et la cohérence stratégique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis disposaient d'une capacité de production extraordinaire. Les usines fonctionnaient jour et nuit. Des navires étaient construits à un rythme accéléré. Des avions sortaient des chaînes de montage en nombre impressionnant. Cette capacité industrielle a été décisive pour la victoire dans ce conflit. Mais le monde a profondément changé depuis. Aujourd'hui, une grande partie de la production industrielle mondiale est répartie dans différentes régions, en particulier en Asie. Cela signifie que la capacité à soutenir des guerres prolongées dépend de plus en plus de chaînes de production complexes. Et ces chaînes sont vulnérables. Un autre élément important est la dimension militaire globale. Les États-Unis maintiennent des bases et des alliances sur pratiquement tous les continents. Ce réseau de présence militaire garantit une influence stratégique. Mais il exige également des ressources immenses. Des navires patrouillant dans des océans lointains. Des troupes stationnées dans des régions sensibles. Des équipements sophistiqués nécessitant une maintenance constante. Maintenir cette structure mondiale peut être extrêmement coûteux. Certains analystes évoquent des chiffres qui illustrent ce changement historique. Juste après la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine comptait des milliers de navires. Aujourd'hui, la flotte est bien plus réduite. Bien que technologiquement plus avancée, elle doit couvrir pratiquement toute la planète. Cela pose une question logistique complexe. Comment équilibrer une portée globale avec des ressources limitées? Quelque chose de similaire se produit avec les forces terrestres. Au plus fort de la guerre froide, l'armée américaine mobilisait un nombre bien plus élevé de soldats. Aujourd'hui, la structure militaire est plus professionnalisée, plus technologique, mais aussi plus réduite. Cela peut fonctionner dans des conflits courts. Mais des guerres prolongées contre des adversaires comparables pourraient poser des défis très différents. Ces préoccupations apparaissent fréquemment dans les débats stratégiques contemporains, surtout lorsque l'on analyse l'émergence de nouvelles puissances. Le paysage international actuel ne ressemble plus au monde unipolaire des années 1990. D'autres centres de pouvoir ont commencé à se renforcer. Des économies émergentes, de nouvelles capacités technologiques, une réorganisation des chaînes de production mondiales.
Tout cela crée un environnement géopolitique beaucoup plus complexe. Dans ce contexte, certains spécialistes soutiennent que la stratégie de choc et effroi peut présenter des limites importantes. Elle fonctionne mieux contre des adversaires relativement faibles, surtout dans des environnements géographiques favorables, comme de vastes zones ouvertes ou désertiques, mais dans des régions montagneuses, ou dans des pays disposant d'une forte organisation territoriale. Les défis peuvent être très différents. Les guerres modernes impliquent souvent des insurrections prolongées, des réseaux décentralisés, et combats asymétriques. Et dans ce type de scénario, les victoires rapides deviennent beaucoup plus difficiles. L'expérience récente des États-Unis en Afghanistan illustre bien ce dilemme. Le régime taliban a été renversé rapidement en 2001, mais le conflit s'est prolongé pendant 2 décennies. Un exemple classique de la manière dont la phase initiale d'une guerre peut être complètement différente de sa phase de stabilisation. Cette distinction entre renverser des gouvernements et stabiliser des pays est devenue centrale dans le débat stratégique. Détruire des structures politiques est relativement rapide. Les reconstruire est beaucoup plus complexe. Cela exige des institutions, de la légitimité, des infrastructures, de la confiance sociale. Des éléments qui ne peuvent pas être créés uniquement par la puissance militaire. Cela nous ramène à la question centrale qui traverse toute cette histoire. Quel est au fond l'objectif d'un empire? Étendre le pouvoir, garantir la stabilité, maintenir l'influence, ou simplement empêcher d'autres acteurs de contester sa position dominante? Selon la réponse à cette question, les stratégies peuvent changer radicalement. Certains analystes suggèrent que, au cours des dernières décennies, la politique étrangère américaine a oscillé entre différentes visions stratégiques. À certains moments, l'idée d'un ordre international coopératif a prédominé. À d'autres, une logique plus unilatérale s'est imposée. Ces changements reflètent des débats internes intenses au sein même de la société américaine. Entre diplomates, militaires, responsables politiques et universitaires. Et c'est précisément à ce point que la question de l'arrogance stratégique réapparaît. Non pas nécessairement comme une critique morale, mais comme un risque structurel. Lorsqu'une puissance domine le système international pendant une longue période, un sentiment d'inévitabilité peut émerger. L'idée que sa position est permanente, qu'aucune transformation significative ne surviendra. Mais l'histoire suit rarement ce scénario. Au fil des siècles, de nombreux empires ont cru avoir atteint une position définitive. L'Empire romain, l'Empire britannique, d'autres grandes puissances qui semblaient invincibles à certains moments. Et pourtant, toutes ont connu des transformations inattendues. Des changements technologiques, des changements économiques, des changements sociaux, des changements géopolitiques. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un empire est sur le point de disparaître, mais cela signifie que le pouvoir international est toujours dynamique, toujours soumis à de nouvelles forces, de nouvelles alliances, de nouveaux défis. Peut-être est-ce là la véritable leçon qui émerge de toute cette histoire. La guerre du Vietnam, la stratégie de choc et effroi, les guerres au Moyen-Orient, les transformations de l'ordre international. Tout cela révèle quelque chose de fondamental. La puissance militaire, à elle seule, ne résout jamais complètement les dilemmes du pouvoir politique. Car au final, les empires ne sont pas seulement des constructions militaires. Ce sont des systèmes complexes. Des systèmes qui dépendent de la légitimité, des alliances, des ressources économiques, de la stabilité interne, et de quelque chose d'encore plus difficile à mesurer, la sagesse stratégique. Si cette sagesse est présente, le pouvoir peut être géré avec équilibre. Mais, si elle disparaît, même les plus grands empires peuvent faire face à des défis inattendus. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que l'histoire continue d'être si importante. Elle nous rappelle constamment quelque chose d'essentiel. Aucun pouvoir n'est absolu. Et aucun empire n'est complètement à l'abri de ses propres choix. La question qui reste ouverte est simple. Comment les grandes puissances apprendront-elles des erreurs du passé? Et quel type d'ordre mondial émergera des décisions qui sont prises aujourd'hui? Lorsque l'on observe le comportement des grandes puissances à travers l'histoire, on constate que la plus grande menace ne provient presque jamais d'un seul événement. Elle provient de schémas, de décisions accumulées sur des décennies,
de changements graduels dans la manière dont le pouvoir est exercé. Et dans le cas des États-Unis, de nombreux analystes soutiennent que la transition entre deux visions de l'Empire révèle précisément ce type de schéma. La première vision est apparue immédiatement après la fin de la guerre froide. En 1991, l'Union soviétique s'était effondrée. Pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis se retrouvaient seuls au sommet de la hiérarchie mondiale. C'était le moment unipolaire. Une seule superpuissance. Sans rivaux équivalents. Dans ce contexte, l'idée d'un nouvel ordre international a émergé. Un ordre fondé sur des règles, des institutions multilatérales et la coopération entre les nations. Dans cette vision, le pouvoir américain devait être exercé avec modération, avec des objectifs stratégiques limités, et, autant que possible, avec un soutien international. La guerre du Golfe de 1991 est devenue un exemple emblématique de ce modèle. Lorsque l'Irak a envahi le Koweït, les États-Unis ont dirigé une large coalition internationale. Des dizaines de pays ont participé à l'opération, et l'usage de la force a été autorisé par les Nations Unies. L'objectif militaire était également extrêmement spécifique. Retirer les forces irakiennes du Koweït. Rien de plus. Il n'y avait pas d'intention d'occuper l'Irak, ni de renverser Saddam Hussein à ce moment-là. Lorsque la mission a été accomplie, les opérations militaires ont été arrêtées. Cette approche semblait représenter une forme disciplinée d'hégémonie. Une puissance dominante qui exerçait son leadership, mais dans des limites institutionnelles. Mais cette logique a commencé à évoluer progressivement. Surtout après les attentats du 11 septembre 2001. Le monde est entré dans une nouvelle phase de conflit. La guerre contre le terrorisme. Et dans ce nouveau contexte, les stratégies militaires américaines ont connu de profondes transformations. Des opérations préventives, des changements de régime, des interventions unilatérales, et campagnes militaires sans autorisation formelle d'organisations internationales. Le concept de choc et effroi est devenu un élément central de ce nouveau modèle. La logique semblait simple. Si une superpuissance dispose d'une capacité militaire écrasante, pourquoi ne pas l'utiliser pour remodeler des régions entières? Si un régime est considéré comme hostile, pourquoi attendre qu'il devienne une menace plus importante? Cette manière de penser a gagné en influence dans certains cercles stratégiques. Mais elle a également suscité une controverse considérable. De nombreux analystes ont commencé à se demander si cette approche ne créait pas de nouveaux problèmes. Les guerres préventives peuvent générer une instabilité régionale. Les changements brusques de régime peuvent déclencher des conflits internes. Et les interventions prolongées peuvent épuiser les ressources politiques et économiques. Ces débats se sont intensifiés après les guerres en Irak et en Afghanistan. En même temps, une autre transformation silencieuse se produisait sur la scène mondiale. L'émergence de nouvelles puissances, en particulier en Asie. Des économies émergentes ont commencé à étendre leur influence commerciale, technologique et militaire. Ce processus a progressivement modifié l'équilibre du pouvoir international. Le monde unipolaire des années 1990 a commencé à céder la place à un système plus multipolaire. Dans ce nouvel environnement, les stratégies fondées uniquement sur la supériorité militaire peuvent rencontrer des limites inattendues. Les guerres modernes sont rarement décidées uniquement par des batailles. Elles impliquent l'économie, la technologie, la diplomatie, l'information, les chaînes de production mondiales et des alliances internationales complexes. Cela signifie que la notion traditionnelle de victoire a également commencé à évoluer. Dans le passé, les guerres se terminaient souvent par des redditions claires, des capitales occupées, des traités formels. Aujourd'hui, de nombreux conflits n'ont tout simplement pas de point final défini. Ils se transforment, changent de forme, passent de guerres conventionnelles à des insurrections, ou à des rivalités géopolitiques prolongées. Face à ce contexte, la question de l'arrogance stratégique redevient pertinente, non pas nécessairement comme une accusation, mais comme un avertissement historique. Les grandes puissances croient souvent que leur position est permanente, que leur supériorité technologique leur garantira un avantage durable, que leurs systèmes politiques sont plus résilients que ceux de leurs rivaux. Mais l'histoire confirme rarement ces certitudes. Les empires émergent, s'étendent, et finissent par faire face à des défis inattendus, parfois venant d'adversaires extérieurs, parfois provoqués par des tensions internes.
ou par des transformations économiques profondes. Cela ne signifie pas que la puissance américaine soit nécessairement en déclin. De nombreux experts soutiennent exactement le contraire. Les États-Unis restent une puissance extraordinairement influente. Leur économie demeure l'une des plus importantes du monde. Leur capacité technologique est impressionnante, et leur réseau mondial d'alliances reste l'un des plus vastes jamais observés dans l'histoire. Mais même les superpuissances doivent faire face à des dilemmes stratégiques. Comment équilibrer le leadership mondial et la stabilité interne? Comment utiliser la puissance militaire sans générer des conflits interminables? Comment maintenir des alliances sans provoquer des rivalités inutiles? Ce sont des questions auxquelles toutes les grandes puissances sont confrontées à un moment donné. L'histoire de la guerre du Vietnam. La création de la stratégie de choc et effroi. Et les guerres au Moyen-Orient révèlent précisément ce processus d'apprentissage. Un apprentissage souvent douloureux, fait d'erreurs, d'ajustements et de révisions stratégiques. Peut-être que la leçon la plus importante est la suivante. Le pouvoir absolu ne supprime pas la nécessité de prudence. Au contraire, plus la puissance d'une nation est grande, plus la responsabilité de la gérer avec soin est importante. Car chaque décision stratégique peut résonner pendant des décennies, en influençant non seulement un pays, mais l'ensemble du système international. Et ainsi, la question qui résonne tout au long de cette histoire reste ouverte. Comment les grandes puissances peuvent-elles exercer le pouvoir, sans en devenir prisonnières? Peut-être que l'avenir de l'ordre mondial dépend précisément de la réponse à cette question. Car au final, les empires ne sont pas définis uniquement par leur force, mais par la manière dont ils choisissent de l'utiliser. Au fil de l'histoire, chaque grande puissance a développé sa propre manière de justifier l'existence de son empire. Rome parlait de civilisation et d'ordre. L'Empire britannique parlait de commerce, de progrès et d'expansion maritime. D'autres puissances parlaient de sécurité, de stabilité ou d'équilibre des pouvoirs. À chaque époque, le discours change. Mais la question fondamentale reste la même. Pourquoi une puissance décide-t-elle de projeter son pouvoir au-delà de ses propres frontières? Dans le cas des États-Unis, différentes réponses ont émergé au fil du temps. Pendant la guerre froide, la justification centrale était la lutte contre le communisme. L'expansion soviétique était perçue comme une menace globale. Contenir cette expansion est devenu l'un des piliers de la politique étrangère américaine. Ce contexte a contribué à expliquer des interventions militaires dans plusieurs régions du monde. De l'Asie au Moyen-Orient. De l'Amérique latine à l'Europe. Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, cette justification a disparu. Mais la puissance militaire américaine est restée intacte. En réalité, elle est devenue encore plus dominante. Sans rival équivalent, les États-Unis ont occupé une position sans précédent dans l'histoire moderne. La seule superpuissance mondiale. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée d'un ordre international fondé sur des règles. La proposition était relativement claire. Les États-Unis exerceraient un leadership mondial, mais à l'intérieur d'institutions internationales, d'organisations multilatérales et d'alliances stratégiques. Cette approche cherchait à créer une apparence d'équilibre, même au sein d'un système dominé par une seule puissance. Pendant un certain temps, ce modèle a semblé fonctionner. Les institutions internationales ont continué à opérer. La mondialisation s'est accélérée. Le commerce international s'est développé rapidement. Mais le début du XXIe siècle a apporté de nouveaux défis. Les attentats du 11 septembre ont profondément modifié le climat politique international. Le terrorisme est devenu la principale préoccupation stratégique. Et cela a conduit à une nouvelle phase d'intervention militaire. Dans ce contexte, le concept de choc et effroi a gagné en importance. L'idée de vaincre rapidement des ennemis considérés comme dangereux, avant qu'ils ne deviennent des menaces plus importantes. Mais comme nous l'avons vu, cette stratégie a également entraîné des conséquences inattendues. Des conflits prolongés, une instabilité régionale, des débats intenses sur le rôle de la force militaire dans la politique internationale. Ces débats se poursuivent encore aujourd'hui, surtout parce que le système international traverse des transformations profondes. De nouvelles puissances économiques émergent. Des technologies disruptives modifient la nature de la guerre. Les rivalités géopolitiques se déplacent vers de nouveaux domaines, comme le cyberespace, l'intelligence artificielle,
et le contrôle des chaînes de production stratégiques. Dans ce contexte en constante évolution, la définition même de l'empire devient plus complexe. Dans le passé, les empires étaient principalement définis par les territoires conquis. Aujourd'hui, le pouvoir peut se manifester de manière très différente. Influence économique, contrôle technologique, capacité financière, domination des réseaux mondiaux d'information. Cela signifie que le pouvoir international est devenu beaucoup plus diffus, beaucoup plus interdépendant, et beaucoup plus difficile à contrôler pour une seule puissance, même pour des pays disposant de capacités militaires considérables. C'est peut-être pour cette raison que le débat sur l'arrogance stratégique est revenu avec autant de force ces dernières années. Non pas comme une critique morale, mais comme un avertissement historique. Les grandes puissances croient souvent que leurs systèmes sont permanents, que leur leadership est inévitable, que leur supériorité technologique garantira une stabilité durable. Mais l'histoire confirme rarement ces attentes. Au fil des siècles, de nombreuses puissances ont semblé invincibles à certains moments. Rome, l'Espagne, la Grande-Bretagne, toutes ont dominé de vastes régions du monde. Toutes possédaient une puissance militaire impressionnante. Et toutes ont cru, à un moment donné, que leur position était permanente. Mais le système international continue d'évoluer. De nouvelles forces émergent. De nouvelles alliances se forment. De nouvelles technologies modifient l'équilibre des pouvoirs. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un empire est condamné à disparaître. Mais cela signifie qu'aucune puissance ne peut rester statique. S'adapter devient essentiel. Apprendre des erreurs du passé devient vital. Surtout lorsque les décisions prises aujourd'hui peuvent façonner le monde pour des décennies. L'histoire de la guerre du Vietnam. L'émergence de la stratégie de choc et effroi. Les guerres au Moyen-Orient. Et la transformation de l'ordre international. Tout cela fait partie d'un récit bien plus vaste. Un récit sur la manière dont le pouvoir est exercé. Et sur la façon dont il peut, parfois, échapper au contrôle de ceux qui le détiennent. C'est peut-être pour cela que l'étude de l'histoire reste si importante. Elle nous rappelle constamment que le pouvoir n'est pas seulement une question de force, mais aussi de jugement, de prudence et de compréhension profonde des conséquences de chaque décision. Au final, le véritable défi des grandes puissances n'est pas seulement de gagner des guerres, c'est de construire un ordre international qui reste stable, un ordre qui évite des conflits inutiles, et qui permette que le pouvoir soit exercé avec responsabilité. Car au fond, l'histoire montre quelque chose d'essentiel. Les empires peuvent être construits par la force, mais leur survie dépend de quelque chose de bien plus difficile. La sagesse. Et c'est peut-être la question la plus importante de toutes. Si les puissances du présent apprendront réellement des leçons du passé, ou si le cycle qui a tant marqué l'histoire humaine se répétera une fois encore. Jusqu'ici, nous avons suivi une série de transformations profondes. La guerre du Vietnam a révélé les limites du pouvoir militaire traditionnel. Les Pentagon Papers ont exposé les contradictions politiques de ce conflit. Et la stratégie de choc et effroi est apparue comme une tentative de résoudre ce dilemme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car le véritable impact de ces transformations ne se trouve pas seulement dans les guerres passées. Il apparaît dans les décisions stratégiques qui continuent d'être prises aujourd'hui. Au cours des dernières décennies, le monde est entré dans une période de transition. Dans les années 1990, de nombreux analystes pensaient que l'ordre international s'était stabilisé. L'Union soviétique avait disparu. La mondialisation avançait rapidement. Et les États-Unis semblaient occuper une position dominante incontestée. Certains ont même affirmé que ce moment représentait la fin des grandes rivalités géopolitiques. Mais l'histoire suit rarement des trajectoires aussi simples. Peu à peu, de nouvelles forces ont commencé à modifier l'équilibre mondial. Les économies émergentes ont connu une croissance rapide. Les technologies numériques ont transformé les systèmes de production. Les chaînes d'approvisionnement sont devenues mondiales. Et de nouvelles puissances ont commencé à rivaliser pour l'influence dans différentes régions du monde. Ces changements ont créé un paysage bien plus complexe que celui imaginé au début des années 1990. Aujourd'hui, la compétition internationale se déroule à plusieurs niveaux. Militaire, technologique, financier, industriel et même informationnel. Dans de nombreux cas, les batailles décisives ne se déroulent plus sur des champs de guerre traditionnels,
Elle se déroule dans des réseaux de données, des laboratoires de recherche, des marchés mondiaux et des systèmes logistiques qui relient des continents entiers. Dans ce nouvel environnement, les stratégies militaires classiques rencontrent des défis inattendus. Une campagne de choc et effroi peut renverser un gouvernement en quelques jours. Mais elle ne résout pas les rivalités technologiques. Elle ne contrôle pas les chaînes industrielles. Et elle ne garantit pas une influence économique à long terme. C'est pourquoi de nombreux stratèges ont commencé à élargir la notion de pouvoir. Il ne suffit pas de posséder des armes avancées. Il faut aussi dominer des secteurs stratégiques. Les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques, l'énergie. Ces éléments sont devenus de plus en plus centraux dans les rivalités mondiales. Cette transformation a également modifié la manière dont les guerres peuvent émerger. Dans le passé, les conflits commençaient souvent par des invasions militaires claires. Aujourd'hui, les rivalités peuvent débuter de manière beaucoup plus ambiguë. Des attaques cybernétiques, des sanctions économiques, des pressions commerciales, des campagnes de désinformation. Tout cela peut faire partie de confrontations stratégiques modernes. Dans ce contexte, l'idée même d'empire doit être repensée. Les empires du passé étaient définis par des territoires directement contrôlés. Aujourd'hui, le pouvoir s'exprime souvent à travers des réseaux d'influence, l'accès au marché, le contrôle technologique, les partenariats stratégiques. Cette nouvelle configuration rend le système international plus interdépendant, mais aussi plus imprévisible. Et c'est précisément à ce point que l'histoire de l'arrogance stratégique redevient pertinente. Lorsqu'une puissance croit que sa position est permanente, elle peut sous-estimer des transformations structurelles, des transformations économiques, des transformations technologiques, des transformations démographiques, des transformations politiques. Ces changements se produisent généralement lentement, mais leurs effets peuvent être profonds. L'histoire regorge d'exemples de ce type de processus. Des empires qui semblaient solides pendant des décennies, mais qui, progressivement, ont commencé à faire face à des pressions croissantes. Certaines de ces pressions venaient de l'extérieur. D'autres apparaissaient au sein même de leur société. Aucun système de pouvoir ne reste immobile. Tous évoluent. Tous rencontrent des défis. Peut-être que la leçon la plus importante de cette longue trajectoire est justement celle-ci. Le pouvoir international n'est pas une condition permanente. C'est un processus. Un processus qui exige une adaptation constante, une stratégie réfléchie et une compréhension profonde des transformations en cours. La guerre du Vietnam a appris aux États-Unis que même une superpuissance peut rencontrer des limites inattendues. La stratégie de choc et effroi a tenté de répondre à ce défi. Mais elle a également révélé de nouveaux dilemmes. Des dilemmes liés à la stabilité, à la légitimité et aux conséquences d'interventions militaires rapides. Aujourd'hui, le monde entre dans une nouvelle phase. Une phase marquée par la compétition entre grandes puissances, les rivalités technologiques et la réorganisation de l'ordre international. Dans ce nouveau contexte, les leçons du passé deviennent encore plus importantes, car chaque décision prise aujourd'hui peut façonner le système mondial pour les décennies à venir. Peut-être est-ce pour cela que l'étude de l'histoire reste si essentielle. Elle nous permet d'identifier des schémas, de comprendre les erreurs du passé, et de reconnaître les signes de transformation avant qu'ils ne deviennent des crises ouvertes. Au final, les empires ne sont pas construits uniquement par la force militaire. Ils sont soutenus par une stratégie, par des alliances, par des ressources économiques, et, surtout, par des décisions politiques prises au fil du temps. Des décisions qui peuvent renforcer ou fragiliser tout un système. La question qui reste ouverte est simple. Comment les puissances du présent vont-elles gérer ces transformations? Si elles apprendront des leçons du passé? Ou si de nouveaux cycles de rivalité et de conflits émergeront? La réponse est encore en train de s'écrire. Dans les événements qui se déroulent maintenant. Dans des décisions que nous ne comprendrons peut-être pleinement que dans de nombreuses années. Car au fond, l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Elle continue de s'écrire. Chaque jour. À mesure que le XXIe siècle avance, une nouvelle réalité commence à s'imposer sur la scène internationale. L'ère de l'hégémonie absolue semble de plus en plus lointaine. À sa place émerge un système plus complexe. Un système où plusieurs puissances influencent simultanément l'équilibre mondial.
Ce processus ne se produit pas de manière brusque. Il se déroule progressivement, année après année, décennie après décennie. Des transformations économiques modifient le poids relatif des nations. De nouvelles technologies transforment les capacités militaires. Et les alliances politiques évoluent à mesure que les intérêts stratégiques changent. Dans ce contexte, le concept traditionnel de puissance militaire subit une transformation profonde. Pendant une grande partie du XXe siècle, la supériorité militaire était considérée comme le principal instrument d'influence globale. Des armées plus grandes, plus de chars, plus de navires, plus d'avions. Ces facteurs étaient souvent jugés décisifs. Aujourd'hui, cependant, la compétition stratégique implique de nombreux autres éléments. L'économie, la technologie, l'énergie et les chaînes d'approvisionnement, la capacité scientifique, le contrôle des infrastructures numériques. Tous ces facteurs sont devenus des éléments centraux dans la rivalité entre puissances. Dans de nombreux cas, ils peuvent être aussi déterminants que la puissance militaire. Cela signifie que le champ de bataille moderne s'est considérablement élargi. Il ne se limite plus aux conflits armés traditionnels. Il inclut également des domaines invisibles. Le cyberespace, les réseaux de données, les systèmes financiers internationaux, les flux commerciaux, les infrastructures énergétiques. Dans ce nouvel environnement, les lignes entre guerre et paix deviennent souvent floues. Des rivalités peuvent exister sans confrontation militaire directe. Des tensions peuvent s'accumuler sans déclaration formelle de guerre. Des stratégies peuvent être mises en œuvre de manière progressive, sans déclencher de crise immédiate, mais avec des effets à long terme. Cela rend la gestion du pouvoir encore plus complexe. Les décisions ne concernent plus seulement l'usage de la force, mais aussi le contrôle de ressources stratégiques, la protection des systèmes technologiques, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, et la gestion d'alliances dans un environnement en constante évolution. Dans ce contexte, la question de l'arrogance stratégique prend une nouvelle dimension. Elle ne concerne plus uniquement l'usage excessif de la force militaire, mais aussi la manière dont une puissance interprète sa propre position dans le monde. Si elle surestime sa capacité d'adaptation, si elle sous-estime la vitesse des transformations globales, ou si elle ignore les signaux de changement qui apparaissent progressivement. L'histoire montre que ces erreurs ne se produisent pas soudainement. Elles émergent lentement, à travers une série de décisions, des choix politiques, des orientations économiques, des priorités stratégiques. Chaque décision semble rationnelle à court terme, mais leurs effets cumulés peuvent modifier profondément la trajectoire d'un pays. C'est pourquoi l'analyse des grandes puissances nécessite toujours une perspective à long terme, une capacité à observer des tendances, à comprendre des dynamiques structurelles, et à anticiper des transformations qui ne sont pas encore pleinement visibles. Dans le cas des États-Unis, ce débat est particulièrement intense. Certains analystes estiment que le pays reste dans une position dominante. D'autres suggèrent que le système international devient de plus en plus équilibré, avec plusieurs centres de pouvoir émergents. Ces deux perspectives coexistent, et elles reflètent l'incertitude qui caractérise la période actuelle. Ce qui est certain, cependant, c'est que le monde ne revient pas en arrière. Les transformations en cours sont profondes. Elles touchent l'économie, la technologie, la géopolitique, et même les structures sociales. Dans ce contexte, la question centrale n'est peut-être plus de savoir qui dominera le monde, mais comment le pouvoir sera réparti, comment les rivalités seront gérées, et si les grandes puissances seront capables d'éviter des conflits majeurs. Car au final, l'histoire enseigne une leçon fondamentale. Les périodes de transition sont souvent les plus instables. Ce sont des moments où les règles changent, où les équilibres sont redéfinis, et où les décisions prises peuvent avoir des conséquences durables. Peut-être que le véritable défi du XXIe siècle réside précisément dans cette transition. Passer d'un monde dominé par une seule superpuissance à un système plus complexe, plus multipolaire, et potentiellement plus imprévisible. Dans ce nouveau paysage, la prudence stratégique devient essentielle. Comprendre les limites du pouvoir, reconnaître les transformations en cours, et éviter les erreurs du passé. Ce sont des éléments qui pourraient déterminer la stabilité du futur ordre mondial.
Ainsi, la question qui reste ouverte dépasse largement le cadre d'un seul pays. Elle concerne l'ensemble du système international. Comment les grandes puissances apprendront-elles à coexister? Comment elles géreront leurs rivalités? Et si elles seront capables de construire un équilibre durable? Car au fond, l'histoire ne fournit pas de réponse définitive. Elle offre des leçons, des avertissements et des exemples. Mais ce sont les décisions du présent qui détermineront le cours de l'avenir. Chaque découverte historique révèle de nouveaux indices, mais soulève aussi de nouvelles questions. Car lorsqu'il s'agit du passé, il y a toujours quelque chose que nous ne comprenons pas encore. History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.